Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire qui est consacré à la décarbonation et plus particulièrement au financement de vos actions de décarbonation. Donc, je suis Vincent Garneau, je suis le responsable régional sur tout le service développement durable pour les CCI d'Occitanie. Et aujourd'hui, on vous propose un volet 3 de ce parcours accélérer la décarbonation dans votre entreprise, voilà, qui s'inscrit dans une démarche régionale avec l'ensemble des partenaires que nous avons réunis aujourd'hui et je les remercie pour cela. Donc, on est ensemble pendant 1h30 pour parler décarbonation. Donc, tout d'abord, il va y avoir une partie introduction pour vous rappeler les enjeux, les chiffres clés et notamment les objectifs qu'on s'est fixés en région Occitanie pour accélérer la décarbonation. On vous fera un rapide rappel des parcours d'accompagnement qui sont possibles. Donc aujourd'hui, vous êtes là pour la partie financement. Donc on se doute que vous êtes déjà engagé dans des démarches de recueil de données et que vous avez des données sur votre entreprise sur les gaz à effet de serre émis. Si c'est pas le cas, voilà, on vous fera un rapide rappel des parcours envisageables, sachant qu'on a traité ça dans un webinaire précédent auquel vous avez accès. Donc ensuite, voilà, vous aurez une intervention sur l'ensemble des financements mobilisables en région. Donc on aura les interventions de l'ADEME, de BPI, Banque des Territoires et puis également de l'AREC de la région. Et on consacrera un large temps à vos questions. Donc pour poser vos questions auxquelles on répondra en fin de webinaire, je vous invite à poser les questions au fil de l'eau dans l'espace de conversation. On les reprendra en fin de webinaire et l'ensemble des intervenants seront là pour y répondre. Ce webinaire est enregistré, donc vous aurez accès au replay et on vous transmettra également le support. Donc c'est votre référent départemental CCI, donc par lequel vous avez reçu votre invitation, qui vous transmettra en fait ce support. Il intégrera également l'ensemble des coordonnées des personnes qui sont présentes ici. Donc voilà, vous aurez les contacts en direct. Et si besoin, donc en fin de webinaire, on a également un questionnaire de satisfaction qu'on vous invite à compléter, dans lequel vous avez la possibilité voilà, de laisser vos coordonnées si vous souhaitez qu'on vous rappelle en direct. Mais écoutez, voilà, je vais vous souhaiter un bon webinaire et je passe de suite la parole à Guillaume Bello de la DRETS qui va se présenter et qui va vous faire un rappel sur le contexte et les enjeux de la décarbonation. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien, Vincent, tu confirmes? Oui, c'est tout Ok. bon. Bonjour, Guillaume Bello de la DRETS Occitanie. Je suis adjoint au chef du service économique de la région et je suis référent pour la décarbonation de l'industrie et copilote des travaux de la COP Occitanie sur le volet de la décarbonation des émissions industrielles. En quelques mots, vous rappelez le contexte et les enjeux de la décarbonation de l'industrie. Je vais pas rentrer trop dans les détails parce que le climatique aujourd'hui est assez bien connu. L'idée, c'est de s'inscrire dans les accords de Paris, qui sont le texte chapeau, dont l'objectif est de limiter le plus possible en dessous de 2 degrés Celsius l'augmentation de la température à la surface de la Terre, qui se décline dans un programme qui s'appelle Fit for 55, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% en Europe d'ici à 2030 par rapport à la valeur de 1990, et dans les stratégies nationales bas carbone à l'échelle de la France, qui vise là aussi une réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris bien sûr avec un objectif pour les gaz à effet de serre d'origine industrielle. Donc ça, c'est pour l'enjeu climatique, mais la décarbonation, c'est aussi un enjeu de compétitivité pour les entreprises. Compétitivité prix. Le prix de l'énergie est aujourd'hui un driver important pour les activités industrielles. Je ne doute pas qu'il continuera de l'être, et en déployant des activités, des investissements de décarbonation de l'industrie, vous allez pouvoir lisser votre prix par rapport à une situation où vous dépendez d'un prix par exemple d'un combustible fossile sur lequel on n'a pas la maîtrise en France, puisqu'on a très peu de combustibles fossiles en France. Donc l'idée vous décarboner vous permettra
d'avoir une compétitivité prix à ce niveau-là, et également une compétitivité hors prix, dans la mesure où d'abord vos clients finaux, si vous êtes en B2C, vont de plus en plus vraisemblablement privilégier des biens décarbonés, c'est-à-dire des biens dont le processus de production a été décarboné. Et puis, pardon, pour les entreprises qui sont en B2B, donc en sous-traitance, par exemple rang 1, rang 2, rang 3 de grands donneurs d'ordre, eh bien, il est très vraisemblable que demain, dans les politiques RSE de ces grands donneurs d'ordre, ceux-ci ne souhaitent passer que par des prestataires qui auront décarboné leur process. Et donc, si vous n'avez pas décarboné vos process industriels, vous n'aurez plus demain accès à ces marchés de sous-traitance. Enfin, c'est un enjeu de souveraineté. Je vous ai dit tout à l'heure, on a très peu de combustibles fossiles en France. En se décarbonant et en réduisant notre consommation de combustibles fossiles, on améliorera notre souveraineté énergétique et industrielle. Le rôle de l'industrie là-dedans, c'est d'abord de se décarboner, mais c'est aussi d'offrir des solutions pour que d'autres entreprises industrielles puissent elles-mêmes se décarboner. L'idée, c'est bien que les industries se décarbonent, mais aussi que des industriels français puissent proposer des solutions à leurs clients en France ou à l'étranger. Donc on a bien ce double volet, il faut se décarboner, et puis on veut aussi accompagner les entreprises dans la construction d'une offre française pour les clients. En Occitanie, nous avons fixé des objectifs dans le cadre de ce qu'on appelle la COP Occitanie, la conférence des parties Occitanie. Donc on part d'un niveau d'émissions gaz à effet de serre scope 1, donc les émissions de process, qui est de l'ordre de 3,5 millions de tonnes en 2019, c'est-à-dire 12% des émissions régionales, là où il est un peu plus élevé au niveau national, il est plutôt autour de 18-19%. Donc l'idée, c'est de passer de 3,5 millions de tonnes à 2,4 millions de tonnes en 2030. C'est-à-dire de réduire d'un peu moins de 100 000 tonnes par an, ce qui correspond à une baisse de 31% sur la période. Donc si on regarde par rapport aux grandes tendances, la courbe orange, c'est la courbe c'est l'objectif COP, et la courbe bleue, enfin les points bleus et la courbe de régression, la droite de régression tirée en bleu, c'est notre tendance depuis 1990. Donc on pourrait se dire finalement, ça va se faire tout seul, il n'y a pas grand-chose à faire, on suit la tendance et on va y arriver. En réalité, si on regarde sur le plus court terme, on voit bien que depuis 2014-2015, on est plutôt sur un plateau et que donc la décroissance des émissions de gaz à effet de serre d'origine industrielle est moins rapide que ce qu'il le faut. D'où l'importance d'accélérer notre accompagnement là-dessus. En 3 mots, en quoi ça consiste décarboner un process industriel? C'est quoi un process industriel? C'est d'abord des matières premières qui rentrent ou des produits à transformer pour faire des produits finis. Pour ça, on va avoir une utilisation d'énergie, avec soit des combustions de ressources fossiles, soit de l'électricité. Et puis, il peut aussi y avoir des gaz à effet de serre qui sont émis par des réactions chimiques. La plus connue, c'est la décarbonatation du calcaire, qui se transforme en chaux et en CO2. Donc l'objectif, c'est de décarboner, c'est de réduire nos émissions les émissions de gaz à effet de serre d'un site industriel par divers moyens. Comment? D'abord, les économies d'énergie, la sobriété, ne pas consommer l'énergie dont on n'a pas besoin du tout, l'efficacité énergétique pour un même résultat, consommer le moins d'énergie possible. Une fois qu'on a fait toutes ces mesures d'économie d'énergie, qui peuvent parfois être très simples et sans coût ou presque sans coût, qui peuvent vous faire gagner facilement quelques pourcents sur vos émissions de gaz à effet, sur votre consommation d'énergie et sur vos émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième volet, c'est soit d'électrifier les usages, pour ceux qui peuvent l'être, donc remplacer un four à gaz par un four électrique, par exemple, soit de mobiliser des énergies renouvelables thermiques, remplacer une chaufferie au fioul, par exemple, par une chaufferie biomasse, utiliser du solaire thermique, de la géothermie, pourquoi pas du combustible solide de récupération. Alors voilà, vous avez tout un panel de solutions qui vont vous être présentées, qui vous permet de décarboner vos émissions.
Et puis pour les plus grands, pour les sites les plus importants et les plus émetteurs, la possibilité de capturer les émissions résiduelles qui ne peuvent pas être, qui sont incompressibles. Typiquement, je vous le disais, un process chimique, l'émission de CO2, elle se fera, elle n'est pas liée à une consommation d'énergie, donc elle se fera. Et l'idée, c'est de capturer ces émissions quand c'est possible et viable économiquement. Pour cela, il faut innover, développer les innovations qui vont permettre de se décarboner, industrialiser ces innovations, donc finalement construire les équipements industriels qui vont construire et mettre en service les équipements industriels qui vont permettre de fabriquer ces équipements de décarbonation, les déployer sur le terrain dans les entreprises et puis former et recruter parce que c'est aussi un enjeu de former vos salariés à une meilleure consommation d'énergie et à une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, vous avez différents outils. Vous avez évidemment le programme France 2030. Vous avez les outils de l'ADEME, de BPI-France, les certificats d'économie d'énergie, des possibilités de tiers financement que je n'ai pas mentionné ici, mais qui vous seront présentées dans la suite. Et donc tout ce webinaire va vous permettre d'avoir des informations sur les outils de financement associés. Vincent, je te rends la parole. Merci Guillaume pour la présentation des objectifs et l'éclaircissement voilà, sur les actions qu'on peut mettre en œuvre. Comme annoncé, je vais vous faire un rapide rappel des outils qui sont à votre disposition justement pour évaluer voilà, ces gaz à effet de serre. Au niveau national, avec les chambres de commerce, on a un outil qui est développé depuis cette année. Donc, c'est un outil, c'est une plateforme en ligne qui s'appelle le LISE. Limitez vos impacts et suivez vos émissions. Donc, en fait, c'est un bilan carbone simplifié qui s'appuie sur la méthodologie traditionnelle et reconnue, notamment, voilà, sur vous pouvez choisir entre l'ISO ou le GHB protocole. Juste, on va se limiter à un spectre 1 et 2. L'idée, voilà, le projet a été lancé pour des entreprises qui souhaitaient avoir un premier état des lieux simplifié sans forcément passer par un bilan carbone complet et selon la méthode. Donc, on va traiter les scopes 1 et 2. Bien évidemment, ça s'adresse plutôt à de la TPE, PME. Comment il fonctionne cet outil? Voilà, c'est une plateforme en ligne dans laquelle vous allez pouvoir renseigner vos données de consommation et ces dernières vont être transformées en, ici vous retrouvez, les émissions associées. Donc, l'avantage, c'est qu'il peut intégrer des données de consommation directement sur facture, ainsi de suite, ou des données économiques ou des ordres de grandeur. Ça va influencer en fait sur l'incertitude de votre résultat, mais c'est un outil qui est auto-évolutif en fait, donc avec les données qui sont complétées à l'intérieur, il va pouvoir vous donner des données approximatives voilà, qui vont vous permettre d'estimer vos gaz à effet de serre, même si vous n'avez pas forcément de la donnée précise. Retenez bien, c'est un outil en fait pour mettre le pied à l'étrier pour ceux qui sont pas forcément envie de s'engager dans un bilan carbone complet. Une fois que l'entreprise donc a complété ses données, elle peut également se faire aider par son conseiller CCI. Elle va du coup soumettre en fait ces données pour une vérification et obtenir en fait voilà, le bilan de ces gaz à effet de serre sur les principaux pôles d'émission, donc qui seront répartis en pourcentage. Donc à partir de là, l'idée c'est de donner une feuille de route, fixer ses priorités pour établir un plan d'action. Donc le plan d'action, on a déjà voilà, des actions qui sont pré-renseignées par source d'émission au niveau de l'outil sur lequel vous allez avoir un pourcentage d'économie réalisé potentiellement. Vous allez pouvoir choisir l'année de référence sur lequel vous allez pouvoir traiter ces données et un coût associé. Est-ce que c'est uniquement des actions plutôt axées management, du coup sans coût important, ou il y aura de l'investissement matériel? Voilà. Donc ces actions, elles sont personnalisables également.
et elles peuvent être affectées dans l'entreprise à différents services. Par exemple, on aura plutôt le service achat qui sera affecté sur une opération sur de l'achat d'énergie verte et le service maintenance s'il faut changer une machine, voilà, notamment un système de chauffage, par exemple. Donc ça, c'est l'outil qui vous est proposé voilà, au niveau des CCI. Donc vous avez un interlocuteur par CCI territorial qui est en mesure de vous accompagner sur ce parcours simplifié LISE. Voilà, donc on a démarré cette année. Aujourd'hui, on est à 40 accompagnements au niveau régional pour les CCI. Et, voilà, c'est quelque chose qui est en train de monter en puissance. Donc on a fait des accompagnements pour voilà, il y a un retour d'expérience, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à vous signaler, notamment dans le question de satisfaction à la fin. Un parcours simplifié. Si vous êtes déjà beaucoup plus mature, il y a la démarche ACT qui est proposée par l'ADEME. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus complet puisqu'elle se base en effet sur un bilan carbone reconnu par la méthode, par la démarche classique. Et en plus, elle intègre tout le volet stratégie. Donc, on a dans cette démarche plusieurs phases. Donc, l'étape 1, en fait, elle va passer par un diagnostic complet de l'entreprise avec le volet stratégie et le volet pratique de l'entreprise. Ensuite, ben, voilà, vous allez pouvoir définir les enjeux de l'entreprise et fixer une feuille de route pour vous projeter en fait sur qu'est-ce que serait votre stratégie, votre mode de fonctionnement dans une stratégie bas carbone. Une fois que vous avez élaboré cette stratégie, le but c'est de voilà, fixer un plan d'action pour identifier en fait les partenaires qui vont pouvoir vous accompagner pour engager ces actions. Sur la partie engagement des actions, on va le voir derrière sur tous les projets de financement que vous pouvez solliciter. Sur la partie diagnostic, on va passer sur un diag décarbonation qui sont portés donc du coup par BPI. Et donc là, ben, c'est un diag qui va traiter l'ensemble des scopes. On est au scope 3. Donc, il y a toute une phase en fait de recueil de données qui est beaucoup plus complète. La réalisation du plan d'action sur lequel vous allez définir vos axes d'action prioritaires et tout un accompagnement pour ben, passer à l'action sur les secteurs d'activité pour lesquels vous aurez mis en place des actions et vous souhaitez vous faire accompagner. Voilà, donc vous avez les conditions d'éligibilité, les tarifs pour accéder. Et si vous avez des questions complémentaires, on pourra y revenir en fin de webinaire puisque Laurence pourra également y répondre. Voilà pour les parcours qui vous servent vraiment à définir ben, un premier état des lieux de votre stratégie bilan carbone, identifier ben, vos rejets, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec vos gaz à effet de serre et faire vos projections. Maintenant, bah, du coup, bah, pour passer à l'action, il faut souvent mobiliser du financement et c'est tout le cœur aujourd'hui de ce qu'on veut vous présenter. Donc voilà, je passe la parole du coup à Élise qui va démarrer cette présentation. Bonjour à tous, Élise Bunzel-Saint-Upéry, donc je suis chargée de mission de décarbonation au sein de la direction régionale de l'ADEME Occitanie. Et donc, je vais vous présenter 3 outils de financement qu'on a au sein de l'ADEME. Je vais passer rapidement sur les 2 premiers parce qu'ils ont été déjà présentés lors de webinaires précédents dont Vincent Garneau parlait. Et je vais m'attarder sur le 3e dispositif qui est actuellement ouvert en termes de financement. Donc d'abord, je voulais revenir sur le programme Pacte Industrie, qui est un programme qui est financé par des certificats d'économie d'énergie et qui est opéré par l'ADEME et la T2E. Donc là, c'est un programme qui vise à accompagner de manière globale les industriels à travers 3 volets. Le management de l'énergie, le volet décarbonation et stratégie et le financement. Et l'idée, c'est de venir accompagner par 2 modes d'aide, de la formation des personnes clés de l'entreprise et de l'accompagnement via le financement d'études.
Donc là, vous voyez que sur le volet décarbonation, ça rejoint la démarche ACT dont Vincent Garneau a parlé précédemment aussi. Je ne vais pas m'attarder sur cette slide puisque ça avait déjà été évoqué précédemment. Je vous ai mis sur le côté le contact de ma collègue Elisa Martinez qui est en charge de ce programme au sein de l'Occitanie. Le deuxième dispositif dont je vais parler rapidement, c'est l'appel à projet Decarb End 2025. Donc, c'est un appel à projet qui vise à diminuer l'émission des gaz à effet de serre des sites industriels. Il faut que le projet s'inscrive dans une des 4 thématiques détaillées ci-dessous, donc soit l'efficacité énergétique, soit la modification du mix énergétique, soit la modification du mix matière en utilisant de la matière recyclée, soit le captage, le stockage et l'utilisation du CO2. Donc, ce que vous voyez dans les critères, c'est que ce sont des projets structurants, plus de 3 millions d'euros d'investissement, et on a un attendu en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est conséquent, avec plus de 1000 tonnes équivalent CO2 par an visées. Donc, pour l'instant, c'est un dispositif qui est clos. On attend une reconduction pour l'année prochaine. Donc, je vous ai mis aussi le contact de ma collègue Anne Victor sur l'Occitanie qui est en charge de ce dispositif. Donc maintenant, on va se concentrer sur le dernier appel à projet dont je voulais vous parler, qui est l'appel à projet qui s'appelle Decarb Flash. C'est un appel à projet donc, qui vise aussi la diminution des émissions de gaz à effet de serre sur les sites industriels, mais là, on vise l'industrie diffuse. Il faut là aussi que le projet s'inscrive dans une des thématiques, mais là, vous verrez qu'en fait, ça doit carrément être une action spécifique qui est identifiée. Donc, en fait, dans le cahier des charges, vous avez un catalogue d'actions et il faut que le projet vise des actions du cahier des charges. Donc, je détaillerai les actions par la suite. Les thématiques, c'est la récupération de chaleur fatale, l'efficacité énergétique, l'électrification et l'isolation de bâtiments industriels. Là, la cible, donc toujours les sites industriels. On vise les sites qui ne sont pas soumis au quota carbone, sauf pour les PME où là, c'est autorisé parce qu'en fait, bon, voilà, l'idée du dispositif, c'est quand même de cibler les PME, même si c'est ouvert à toute taille d'entreprise. L'investissement entre 100 000 et 3 millions d'euros, donc il vient compléter l'appel à projet précédent qui était plus structurant. Là, on est sur des projets de taille un peu moindre et des projets matures, puisqu'en fait, la mise en service doit être faite au plus tard 2 ans après la contractualisation du projet. Donc, l'appel à projet, je disais, il est ouvert. Il est ouvert jusqu'en février 2027, donc pendant 1 an et demi. Il y a 5 dates de relève, mais dans les faits, en fait, l'instruction des dossiers se fait au fil de l'eau en région. Donc, les principaux critères d'éligibilité, je vous ai remis sur le côté, comme vous aurez la présentation à disposition, le lien vers le cahier des charges et la liste des actions éligibles. Les critères principaux, le premier point, c'est qu'il faut qu'il y ait une étude globale qui ait été menée préalablement sur le site industriel. Donc, je vais détailler dans la slide suivante ce qu'on entend par étude globale. Le deuxième point, j'en ai parlé, le projet doit s'inscrire dans une liste d'actions qui est préétablie. Et plus précisément, il y a une contrainte sur certaines actions qui doivent forcément venir en grappe et ne peuvent pas être toutes seules. Donc, typiquement, les actions qui sont dans la thématique récupération de chaleur fatale, on demande à ce qu'il y ait une autre action à côté. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'ADEME opère également le fonds chaleur qui finance la chaleur renouvelable. Donc, en fait, si vous avez des actions qui sont uniquement de la récupération de chaleur fatale, c'est juste qu'on va vous orienter vers le guichet fonds chaleur pour le financement. Alors que s'il y a une autre action qui est combinée, là, voilà, on pourra s'adresser plutôt à cet appel à projet. La deuxième action la deuxième thématique qui est dans ce cas, c'est l'isolation des bâtiments industriels, où là, on va demander aussi à ce qu'il y ait une autre action d'une autre thématique qui soit menée en parallèle. Là, c'est parce qu'en fait, l'isolation seule ne permet pas d'avoir des projets qui sont assez performants en termes de décarbonation. Et du coup, l'entreprise ne viendra pas remplir le critère qui est le troisième point de la présentation, le critère d'efficacité de l'aide publique, c'est-à-dire qu'on va demander à ce qu'il y ait une certaine efficience en termes de décarbonation par rapport à l'aide qui est octroyée. Donc, ce seuil, il est fixé à 80 € d'aide maximum par tonne de CO2 qui va être évité sur 20 ans pour le projet. L'idée, c'est de venir financer de manière raisonnée des projets qui sont performants en termes de décarbonation. On va également calculer un temps de retour brut pour s'assurer que les projets ne sont pas rentables en moins de 3 ans. Et le dernier point que je détaillerai aussi dans une slide suivante, c'est qu'on va demander pour chaque action qui est mise en œuvre une étude préalable pour s'assurer que la solution, c'est bien la solution la plus pertinente
au regard du process. Donc, ça va être soit une étude de faisabilité, soit une étude de dimensionnement. Voilà, j'en reparlerai après. Concernant l'étude globale préalable qu'on demande. Donc, en fait, c'est une des trois qui est citée là. Donc, soit l'entreprise, elle est soumise à audit énergétique et donc elle a déjà un audit de moins de 4 ans à disposition. Donc, ça, ce sont les entreprises qui sont visées dans la directive européenne, donc les grandes entreprises, et depuis début octobre, les entreprises qui consomment plus de 2,75 gigawattheures par an, quelle que soit leur taille. Donc, ça englobe pas mal d'entreprises maintenant, la notion d'obligation d'audit. Soit l'entreprise est certifiée ISO 50001 Management de l'énergie, et dans ce cas-là, elle a à disposition, dans ce cadre, une revue énergétique. Donc ça aussi, on peut le prendre en compte comme étude préalable. Soit l'entreprise n'est dans aucun des cas ou a déjà à disposition, c'est possible, une étude d'opportunité d'évolution du mix énergétique. C'est une étude dont l'ADEME a designé le cahier des charges. Et donc, sur la base duquel vous pouvez consulter des bureaux d'études. Donc, pourquoi on a mis en place cette contrainte? L'objectif, c'est de s'assurer que l'entreprise, elle n'envisage pas d'investir dans une action qui est un petit peu isolée parce qu'elle l'a en tête, mais bien que cette action, c'est une action qui s'inscrit dans une trajectoire plus globale de décarbonation de son site et que c'est une action qui est prioritaire. Donc, je vais juste revenir sur l'étude d'opportunité d'évolution du mix énergétique parce qu'en fait, si vous n'avez à disposition ni l'audit ni la revue, c'est une étude qui peut être financée par le programme Pacte Industrie dont j'ai parlé au tout début. Donc, en fait, c'est une étude qui est réalisée par un bureau d'études référencé par l'ADEME. La durée entre le dépôt et le rendu de l'étude, c'est à peu près 4 mois. Je vous ai mis le lien vers le cahier des charges de l'attendu de l'étude. Et vous avez également dans le tableau les modalités de financement avec le programme Pacte Industrie de cette étude, donc l'assiette éligible et taux d'aide, sachant qu'on peut aussi financer l'audit plus l'étude. Voilà, ça ralentit pas l'étude puisque c'est réalisé par le même bureau d'études. Cette étude, elle est globale, c'est-à-dire qu'elle vise à faire un état des lieux, mais aussi en fait à construire une trajectoire de décarbonation de l'entreprise jusqu'à 2050 avec un planning des investissements en fonction des temps de retour et en fonction aussi des priorisations selon les émissions de gaz à effet de serre de chaque process. Ensuite, je le disais, par action, on va demander une étude technique de la solution spécifiquement. Donc, soit une étude de faisabilité, soit une étude de dimensionnement. Je reviendrai juste à la fin de la slide sur quel type d'étude on exige selon la thématique. L'étude de faisabilité, elle doit être réalisée forcément en externe et l'idée, c'est de venir analyser la faisabilité technico-économique de la solution. Évidemment, voilà, son dimensionnement. Et l'idée aussi, c'est de venir challenger un petit peu la solution par rapport aux autres solutions qui auraient pu être retenues pour le process. Donc, je vous ai mis aussi le cahier des charges ici de l'attendu de l'étude de faisabilité. Donc, on a deux trames différentes selon si ça concerne spécifiquement la récupération de chaleur fatale ou la décarbonation, d'autres actions de décarbonation. Cette étude, elle peut aussi être financée par l'ADEME. Donc, pareil, dans le tableau, je vous ai remis l'assiette éligible, les taux d'aide. Voilà. Et ensuite, dans certains cas, on va juste demander une étude de dimensionnement. Donc là, elle peut être réalisée en interne, elle peut être réalisée par un bureau d'études, bien sûr, par l'équipementier aussi qui installe l'équipement. Ça arrive assez fréquemment aussi. Donc là, l'idée, ça va être de venir quantifier les besoins, s'assurer que le dimensionnement est en adéquation avec les besoins et préciser les caractéristiques techniques de l'équipement. Donc, dans le cadre spécifiquement de l'appel à projet, en fait, pour les actions qui vont relever de l'efficacité énergétique ou de l'isolation de bâtiments, on va demander une étude de dimensionnement, simplement. Par contre, pour la récupération de chaleur fatale et l'électrification, qui sont des actions plus complexes, là, on va demander une étude de faisabilité. Donc là, je vais passer un petit peu sur chaque thématique et j'ai essayé de vous illustrer les thématiques par des actions qui peuvent être mises en place. Sur cette slide, vous voyez un schéma que j'ai pris du rapport sur l'état des lieux sur la chaleur fatale produit par l'ADEME. Donc, le lien est disponible dans la slide. Et là, c'est un bilan thermique sur un four à combustible. L'idée, c'était de venir vous montrer que on a essayé d'estimer les pertes et entre les pertes aux fumées et au moment de la combustion, les pertes à l'ouverture du four,
les pertes par les parois et les pertes dans les éléments en eux-mêmes qui sont dans le four et qui maintiennent le produit, on a une chaleur utile finale qui est entre 20 et 40%. Donc, en fait, un gisement de chaleur fatale qui est très conséquent dans l'industrie, et c'est ce qui ressort du rapport. Donc, dans l'appel à projet, on va pouvoir financer deux gros types d'actions de récupération de chaleur fatale. La première, c'est la récupération classique sans pompe à chaleur, que je détaillerai après. Donc là, je voulais vous illustrer avec un petit schéma voilà comment ça fonctionne. Donc j'ai pris l'exemple dans l'industrie du verre. Le process A, c'est la fusion du verre pour sa transformation. Et le process B, c'est une étape de recuit qui a lieu en aval sur le verre. Donc en fait, là, on va venir avec un échangeur récupérer la chaleur fatale dans les fumées du four pour venir donc réalimenter. Du côté du process A, on va venir chauffer l'air comburant du four, préchauffer, et du côté du process B, pardon, on va venir également préchauffer le verre qui va être recuit. Donc en fait, en préchauffant les produits d'entrée, ça permet d'économiser de l'énergie sur le procédé. Et là, je vous ai illustré donc la deuxième ligne qui est possible, c'est-à-dire là, on peut avoir la mise en place d'une pompe à chaleur en réhausse de température. Donc concrètement, ici, j'ai pris l'exemple de l'industrie agroalimentaire. Donc par exemple, le process A, on vient récupérer la chaleur fatale du groupe froid, qui sert à stocker les produits dans une atmosphère fraîche. Et en fait, il se trouve qu'on a une utilisation possible de chaleur fatale sur une autre étape qui est décorrélée en termes de temps par rapport à la chaleur fatale du groupe froid. Donc en fait, on va venir mettre en place un stockage qui va permettre de stocker en fait cette chaleur fatale. Ce stockage, il est, on va dire, l'eau elle est à 45 degrés environ, et donc elle ne permet pas de répondre aux besoins process en termes de température. Donc on va venir mettre en place une pompe à chaleur pour rehausser cette température. Et donc l'eau sera à 75 degrés et donc pourra être utilisée à nouveau sur une autre étape du process. Donc par exemple, le nettoyage des équipements agroalimentaires en fin de journée. Voilà, donc c'était pour vous illustrer un petit peu les étapes. Et ce que je voulais repréciser aussi, c'est que ce qui est intéressant avec cette récupération de chaleur fatale, c'est aussi de venir questionner les besoins process, parce que souvent on a une ligne vapeur qui est en place historiquement dans l'usine, mais au final, on n'a pas forcément besoin de vapeur sur toutes les étapes du process. Et finalement, peut-être une autre échaude peut venir répondre à certaines étapes. Et donc, en utilisant la récupération de chaleur fatale et la réhausse de température avec une pompe à chaleur, on peut venir répondre à une partie des besoins. Et du coup, on peut envisager d'investir dans une chaudière électrique, par exemple, de puissance bien inférieure, pour répondre uniquement aux besoins réels en vapeur du site. La deuxième thématique de l'appel à projet, c'est l'efficacité énergétique des procédés. Donc là, on a plusieurs lignes. Je vous ai illustré une des lignes, la mise en place d'une ligne de retour des condensats sur les circuits vapeur. Donc là, le schéma, en fait, c'est la chaudière vapeur qui produit de la vapeur. Le temps que ça circule dans les tuyaux et que ça arrive là où il y en a besoin, il y a de la perte thermique et de la condensation. Et donc, en fait, ces condensats, au lieu de venir les rejeter, on peut les faire revenir sur la bâche alimentaire qui alimente la chaudière. Et donc, en ramenant de l'eau préchauffée, on économise de l'énergie par la suite sur le chauffage de l'eau de la bâche. Donc, les différentes actions, un peu dans la même thématique, la mise en place de lignes de retour sur les circuits de nettoyage, la mise en place de purgeurs vapeur, qui vont venir justement purger ces condensats au fur et à mesure pour que la vapeur soit plus performante. On a aussi la mise en place de systèmes de mise sous vide, de la thermocompression pour remonter en température et en pression de la vapeur qui a déjà été utilisée. L'ajout d'effets sur les évaporateurs, donc pour venir épuiser la vapeur au fur et à mesure de son utilisation. Et l'ajout d'une étape de préconcentration. Donc l'idée, c'est de venir préconcentrer le produit pour qu'après, l'étape thermique qui ait lieu par la suite se fasse sur une quantité plus pertinente de produit. La troisième thématique, c'est la modification du mix énergétique par électrification. Donc là, c'est assez simple. C'est le remplacement d'un équipement à combustible fossile par un équipement équivalent électrique. Donc ça peut être un four, une chaudière, système de chauffage électrique de fluide, par exemple une étuve. Et après, on a donc différents systèmes de séchage ou de chauffage de liquide ou de pâte qui peuvent être éligibles.
Le point d'attention, c'est que là, l'étude devra démontrer que la solution choisie, l'électrification est pertinente au regard d'autres solutions d'énergie renouvelable et de récupération. Et la dernière thématique, c'est l'isolation du bâtiment industriel. Donc là, je ne vais pas rentrer en détail. Il y a différentes lignes selon les parois qui sont isolées. Le point d'attention, c'est qu'il y a des objectifs qui sont attendus dans le cahier des charges en termes d'économie d'énergie générée par l'isolation. Je vous ai remis ici les taux d'aide qui varient selon la thématique et selon la taille de l'entreprise. Donc, vous pourrez retrouver tout ça dans le cahier des charges. Sur l'isolation du bâtiment, on est à un forfait en euros par mètre carré qui est plafonné à un taux d'aide par rapport à la taille de l'entreprise sur le CAPEX du projet. Les autres éléments financiers que je voulais vous partager, l'avance est de maximum 15% et ensuite le reste est au solde du projet. Le tiers investissement, donc c'est-à-dire la possibilité d'avoir un tiers qui vient financer les équipements sur le site industriel et l'industriel qui paye une redevance à ce tiers. Ça permet en fait de réduire les coûts au démarrage pour l'industriel. Donc ça, malheureusement, au niveau de la réglementation européenne, on n'est pas autorisé à aider ce type de projet, sauf pour les actions de récupération de chaleur fatale. Donc, voilà, c'est assez ciblé. Le cumul avec les certificats d'économie d'énergie, c'est possible, donc sauf cas très spécifique qui est détaillé ici. Et dans tous les cas, on prendra en compte les C2E dans le calcul du temps de retour du projet. Donc pour finir, je vous ai mis une petite slide sur la chronologie de la demande. L'idée, c'est au moment de la préparation du projet de contacter la direction régionale Occitanie. Donc, je vous ai mis mon mail ci-dessous. Donc, c'est moi qui suis en charge du dispositif sur la région. De rassembler les documents qui sont détaillés dans le lien du site de l'appel à projet, le volet technique et le volet technico-financier. Ensuite, quand le dossier il est prêt à être déposé, on fait une réunion de pré-dépôt où là, on vérifie qu'il y a bien toutes les pièces qui sont disponibles pour l'instruction. Le dépôt du dossier, il se fait en ligne sur le site de l'ADEME qui s'appelle Agir. Et l'instruction se fait donc en région au fil de l'eau et on va vérifier l'éligibilité du projet au regard des différents critères. Et pour terminer, au niveau de la sélection, si le projet est éligible selon les différents critères, on va financer les projets. Voilà, premier arrivé, premier servi, selon l'enveloppe qui est à disposition. Voilà, donc j'ai terminé pour ma partie. Vous avez les différents contacts des personnes en charge de la décarbonation sur la direction régionale. Et puis maintenant, je vais passer la main à Laurence Vaglio pour le volet BPI France. Merci Élise. Bonjour à tous. Donc, je suis Laurence Vaglio et je suis coordinatrice responsable climat et biodiversité chez BPI France. Je ne sais pas du tout comment vous voyez mon écran. Vincent? Oui, c'est bon, c'est bon. On voit et quand tu passes la souris, on l'identifie aussi. C'est tout bon. Ok, parfait. Tout est affiché ou c'est en mode Oui, dynamique? tout est affiché. D'accord, bon, parfait. Alors, je vais vous parler des types de financement que nous pouvons mobiliser sur la transition écologique et énergétique dans le cadre de votre décarbonation. Chez BPI France, en préambule, je voulais vous rappeler que nous sommes la banque publique d'investissement et que nous n'intervenons qu'en cofinancement auprès d'autres partenaires bancaires classiques. Donc, nous ne sommes pas une banque de flux. On ne va pas vous demander d'ouvrir de compte chez nous, mais on va pouvoir intervenir pour financer vos projets aux côtés de vos banques traditionnelles. Je vais vous présenter plusieurs familles de dispositifs de financement possibles. La première famille s'adresse aux TPE et PME exclusivement. La deuxième famille pourra également s'adresser aux ETI, en plus des PME et des TPE. Le premier type de financement dont je voulais vous parler, c'est le prêt d'économie d'énergie. Ce prêt économie d'énergie, c'est un prêt sans garantie. Donc, on ne vient pas chercher de garantie réelle sur les actifs de l'entreprise. Et l'objectif de ce financement, c'est de cofinancer des équipements qui sont éligibles au certificat d'économie d'énergie pour les secteurs bâtiments tertiaires et industrie uniquement.
Donc, à partir du moment où vous avez des équipements qui sont éligibles au C2E, par exemple, vous avez besoin de remplacer des LED, vous devez mettre en place certains types de pompes à chaleur ou mettre en place un système de récupération de chaleur fatale, vous pouvez venir chercher ce prêt économie d'énergie en complément, par exemple, des dispositifs décarplage que vient de présenter Élise. Donc, ce qui est intéressant avec ce dispositif, c'est qu'on peut monter jusqu'à 500 000 € de financement. Ce sont des prêts qui peuvent aller jusqu'à 7 ans en termes de durée et avec des différés de remboursement de 10 ans. 40% de l'enveloppe qu'on va vous financer peut être du BFR de croissance ou du matériel à faible valeur de gage. Ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que sur une enveloppe, par exemple, de 100 000 €, vous pouvez identifier 60 000 € d'équipements qui sont éligibles au C2E et 40 000 € qui vont être, par exemple, des frais annexes liés à l'installation de ces équipements. Donc ça, c'est le premier dispositif dont je voulais vous parler. Un deuxième dispositif complémentaire également, c'est le prêt Action Climat. Alors ça, c'est un prêt qui est 100% digital. On souscrit en ligne et donc vous souscrivez en ligne. Ça prend à peu près 15 minutes de faire cette demande en ligne. On peut monter jusqu'à 75 000 € de financement. Ça ne s'adresse par contre qu'à des entreprises qui ont moins de 50 salariés et c'est un dispositif qui va permettre de financer vos projets de transition énergétique. Donc c'est rapide à mettre en œuvre, c'est 100% digital. C'est un prêt sur lequel on ne vous demandera non plus aucune garantie réelle. J'en viens maintenant à la famille des prêts sans garantie, mais qui vont pouvoir s'adresser également aux ETI. Donc, les deux premiers dispositifs, ça ne s'adressait pas aux ETI, aux entreprises de taille intermédiaire. La seconde famille, oui. On peut commencer avec le prêt vert. Donc, le prêt vert, lui, il va pouvoir financer des investissements matériels ou immatériels dans le cadre d'un plan d'action lié à votre transition écologique. Pour bénéficier de ce dispositif, il faut pouvoir nous justifier d'un élément que vous auriez pu mettre en place dans votre entreprise, justifiant de votre transition écologique et énergétique. Par exemple, si vous avez réalisé un bilan carbone certifié par l'ADEME, ou un DIAC BPI France, un DIAC décarbonation par exemple, vous serez éligible pour obtenir un prêt vert. Si vous avez un label environnemental reconnu ou si vous avez une norme, par exemple la norme ISO 14001 ou la norme ISO 50001, vous pourrez bénéficier du prêt vert si vous nous présentez en complément un plan de transition que vous souhaitez financer. Donc, c'est vraiment dans cette logique-là que le prêt vert existe. Les montants sont plus importants que pour les prêts précédemment évoqués, puisqu'on peut financer jusqu'à 5 millions d'euros, aller jusqu'à 10 ans de financement avec des différés de remboursement de 2 ans. C'est également un prêt sur lequel nous ne prenons pas de garantie réelle. Un prêt complémentaire qui s'adresse spécifiquement aux industries, c'est le prêt industrie verte. C'est le même fonctionnement que le prêt vert, sauf qu'on va pouvoir aller sur des montants encore plus importants puisqu'on peut financer des projets jusqu'à 10 millions d'euros. C'est notre quote-part qui sera à 10 millions d'euros. Et on peut allonger les durées de financement puisqu'on peut financer des projets jusqu'à 12 ans. Mais voilà, la contrainte, c'est qu'il faut que ça soit une industrie qui porte ce projet. Enfin, si vous avez des projets d'innovation, de R&D en interne sur la thématique de la transition écologique, donc vous souhaitez par exemple développer ou un projet innovant ou financer des projets, des dépenses de R&D parce que vous voulez développer un nouveau produit qui permettra de décarboner, d'aider à la décarbonation d'autres industries ou vous souhaitez développer en interne un procédé innovant qui vous permettra à vous de vous décarboner, eh bien, vous pouvez bénéficier d'un prêt innovation R&D où là, c'est un prêt qui va être bonifié fortement d'un point de vue du tarif si vous êtes une entreprise industrielle et on peut vous financer jusqu'à 3 millions d'euros sur des durées avec des différés de remboursement
allant jusqu'à 3 ans. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour financer cette partie recherche et développement. Voilà pour les dispositifs de financement, donc je le répète, hein, qui viennent compléter des prêts bancaires classiques. Et je passe la parole à Caroline Dubois pour la Banque des Territoires. Oui, merci beaucoup Laurence. Bonjour à tous. Donc Caroline Dubois, moi je travaille au sein de la Banque des Territoires en direction régionale Occitanie. J'occupe la fonction de responsable transition écologique et énergétique. Et en fait, pour la région, je suis référente sur les questions d'environnement, de valorisation des ressources et donc d'efficacité énergétique et de décarbonation. Donc, peut-être un petit rappel de ce qu'est la Banque des Territoires. La Banque des Territoires a été créée en 2018 au sein de la Caisse des dépôts. Elle est née de la volonté de regrouper au sein d'une même entité l'ensemble des métiers de la Caisse des dépôts qui étaient tournés vers les territoires. Donc, qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y trouver notamment les financements en prêt qui, pour le coup, contrairement à BPI France, s'adressent principalement aux bailleurs sociaux et aux collectivités locales. On a les services bancaires qui sont dédiés aux professions juridiques. Tout ce qui est conseil aux collectivités et ingénierie territoriale. Et enfin, on a la partie investissement en fonds propres dans des projets territoriaux. Tout ce qui est conseil aux collectivités et ingénierie territoriale. Et enfin, on a la partie investissement en fonds propres dans des projets territoriaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue stratégique, la Banque des Territoires, elle a vraiment deux piliers principaux. Le premier, c'est la cohésion sociale et territoriale, et le second, c'est la transition énergétique et écologique. Donc, c'est des piliers qui, évidemment, sont ensuite déclinés dans chacun de nos métiers. Moi, je vais vous parler un peu plus spécifiquement de ce qu'on fait en termes d'investissement en fonds propres, sur lesquels, en fait, on a la possibilité d'intervenir auprès des entreprises, ce qui n'est pas le cas sous forme de prêts classiques. Hein. Donc, en fait, notre logique, c'est vraiment de nous positionner en accompagnement des politiques publiques, mais tout en s'inscrivant dans une logique de proximité avec les territoires. Bien sûr, on s'attache à faciliter en fait l'innovation, tant en ce qui concerne les technologies, l'accès à des technologies innovantes, qu'en termes de modalités de financement. Et en fait, localement, donc on a un réseau de direction régionale dont je fais partie. Notre vocation, c'est de pouvoir accompagner les entreprises, faire effet de levier auprès de ces acteurs du territoire, généralement en co-investissant aux côtés des porteurs de projets, de façon cohérente avec nos priorités d'action, bien sûr, cohésion sociale et territoriale, et donc transition écologique. Donc, en matière de décarbonation, qu'est-ce qu'on fait précisément? Donc, les objectifs, ils ont déjà été rappelés à plusieurs reprises. Bien sûr, c'est réduire les consommations énergétiques. Ça, pour le coup, c'est à la fois dans le secteur du logement, de l'industrie et du secteur tertiaire, et réduire les émissions de CO2. Bon, tout ça, bien sûr, pour lutter contre le changement climatique, mais aussi souvent pour répondre à des exigences réglementaires, et puis aussi pour diminuer les incertitudes économiques qui sont liées à la dépendance aux énergies fossiles. Mais on sait bien que le passage à l'action peut être difficile, parce qu'on est souvent face à des investissements assez lourds à réaliser, avec des CAPEX qui vont pas toujours être simples à engager au sein des entreprises, puisque les aides publiques, quand on peut en bénéficier, notamment celles de l'ADEME et qui vous ont été présentées tout à l'heure, évidemment, ça peut pas tout couvrir.
Donc c'est pour ça que, de façon à faciliter le passage à l'action, en fait, on a développé des possibilités, une offre de tiers financement, c'est-à-dire que la Banque des Territoires peut intervenir aux côtés des entreprises en tant que tiers financeur de leurs investissements. Donc, ce que ça va permettre, c'est de mettre en œuvre les travaux nécessaires, tout en limitant la mise de fonds propres à injecter sur ce sujet-là, voire même, dans certains cas, en évitant carrément d'en injecter. Et alors, l'avantage aussi, c'est en fait, quand on travaille avec des entreprises sur ce sujet, nous, on travaille avec des contrats qui offrent des garanties de performance, comme le nombre de kilowattheures économisés ou une quantité de chaleur qui va être livrée. Alors, à qui ça peut s'adresser? Toute entreprise, tout industriel qui aurait des projets de décarbonation de taille significative, avec des capex quand même qui peuvent être lourds, mais aussi à des projets de plus petite envergure. Dans ce cas-là, en fait, on a mis en place, j'y reviendrai, mais on a mis en place des plateformes en fait de tiers investissement avec des opérateurs techniques qui permettent en fait de mutualiser le traitement des projets pour bénéficier au plus grand nombre sans qu'il y ait trop de lourdeur en fait dans la constitution des projets. Alors, tac. Alors, quel type de projet ça peut concerner? En fait, c'est ultra large, puisque on a tout ce qui concerne la production et l'utilisation d'énergie bas carbone. Donc, on peut avoir la création ou l'utilisation de réseaux de froid ou de chaleur, bien sûr alimentés avec des énergies décarbonées. On a les sujets de géothermie, on a la biomasse, sur laquelle il y a quand même un certain nombre de projets. Il peut y avoir aussi des sujets de méthanisation pour la production et l'utilisation de gaz vert. Il y a tout ce qui est efficacité énergétique et bâtimentaire, sur lequel on retrouve les travaux un peu classiques qu'on peut réaliser sur les bâtiments, avec à la fois la gestion centralisée qui permet d'optimiser les flux, tout ce qui est isolation, relamping, chauffage, climatisation, et puis bien évidemment sur le secteur industriel, on va avoir aussi le sujet de l'électrification des process qui peut intervenir et constituer des leviers importants pour la décarbonation. Alors globalement, en fait, ce qu'on peut vous proposer nous en termes de financement, il y a plusieurs possibilités. On a la première qui consiste à créer des sociétés de projets qui vont externaliser l'investissement pour la décarbonation, avec une banque des territoires qui sera actionnaire de cette société dédiée généralement aux côtés de l'entreprise bénéficiaire des travaux, mais qui restera toujours minoritaire dans cette structure. Une autre alternative, ça peut être la mise en place de ce qu'on appelle un prêt subordonné, qui soit accordé par la Banque des Territoires à l'entreprise, qui viennent couvrir les besoins, une partie des besoins de financement liés au projet de décarbonation. Alors l'avantage de ce prêt subordonné, c'est que il est situé plus haut dans le bilan, ce qui fait qu'il va pouvoir être assimilé quasiment à des fonds propres. Mais par contre, ça n'ouvre aucun droit dans la gouvernance de la structure. Donc c'est une solution qui peut être assez adaptée, par exemple, lorsqu'on s'adresse à un public industriel qui veut vraiment garder la maîtrise et le secret, quelque part, de ses process, puisqu'en fait, ça permet de financer assez haut dans le bilan, mais tout en n'intervenant pas du tout dans la gestion de l'entreprise.
Et alors la dernière option, c'est celle de recourir à un outil un peu prêt à l'emploi. C'est ce que nous on appelle les plateformes ESCO pour ESCO Energy Service Company, qui va en fait venir d'un partenariat qu'on aura noué nous au niveau national généralement avec un opérateur technique qui va offrir des garanties de performance et avec une documentation juridique un peu toute faite qui permettra quand même de faciliter leur mise en œuvre et de s'adresser à des projets plus petits. Voilà, bon, ça c'est le schéma un peu type qu'on réserve un petit peu aux projets monobénéficiaires. Cela dit, c'est pas parce qu'on est monobénéficiaire qu'il n'y a qu'un seul projet, puisqu'on peut très bien avoir des grappes de projets ou de sites qui sont portés par le bénéficiaire. Donc, schématiquement, en fait, l'idée, c'est de créer une société de projet. Donc, c'est ce qui est intitulé SPV dans la slide, avec au capital la Banque des Territoires, donc je le disais tout à l'heure, forcément minoritaire, qui va être associé à un ou des coactionnaires, et ces coactionnaires pouvant être le bénéficiaire final. Ça peut être aussi le ou les partenaires techniques, voire même d'autres investisseurs financiers institutionnels. Cette société, en fait, elle va conclure des contrats avec un constructeur qui va construire, réaliser le projet, un énergéticien qui, lui, va s'assurer de la bonne exploitation et de la bonne maintenance des installations. L'objectif, en fait, c'est que cette société dédiée, qui est pas forcément, c'est pas son métier en fait, de réaliser toutes ces opérations, elle puisse externaliser en fait les risques de construction et de maintenance vers les entreprises qui sont à même de les gérer. Parallèlement, la société de projet, elle va conclure donc un contrat clé en main avec le bénéficiaire final des travaux. Et ce dernier, il va, dans le cadre de ce contrat, en fait, verser des redevances à la société de projet afin que la société de projet puisse couvrir ses coûts techniques et de financement. Donc, au final, l'avantage, pour le bénéficiaire, c'est qu'il a un contrat clé en main à la fois sur les aspects techniques et financiers, qui va pouvoir étaler dans le temps finalement le coût de ces travaux d'équipement et qui bénéficie aussi de garanties de performance. Donc voilà, ça peut s'adresser à la fois à des entreprises de type industriel, mais aussi par exemple pour la création d'une centrale, d'une chaufferie CSR pour couvrir des besoins, ou une centrale biomasse, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines d'activité, par exemple un groupe hôtelier qui a des besoins en termes d'efficacité énergétique. On peut tout à fait créer une société en mesure de porter l'ensemble des travaux qui seront réalisés. Voilà, c'est assez large. Et donc, en termes de plateforme opérationnelle, donc là, simplement, je vous ai mis deux exemples de plateformes qui ont été créées, donc avec l'idée de pouvoir s'adresser à toutes les tailles d'entreprises, y compris des PME, en fait, qui auraient des besoins en termes d'efficacité énergétique. Donc, la première, c'est Apo Invest, qui a été constituée avec Apo Énergie. Une autre, un peu plus récente, c'est la société EFIWatt, qui a été constituée avec le groupe avec Equance. À chaque fois, en fait, on est bien dans des projets de performance énergétique qui sont clés en main, avec des audits préalables qui sont réalisés dans ce cadre-là afin de définir les bouquets de travaux qui sont optimisés, des solutions techniques qui vont être mises en œuvre par des spécialistes
par nos partenaires ou par leurs sous-traitants qui font généralement partie du même groupe avec des engagements de performance énergétique et un financement porté donc par ces plateformes qui peut avoir des durées au-delà de 10 ans. Donc ça permet un petit peu d'étaler les redevances qui seront versées par le bénéficiaire final. Voilà, j'en ai terminé. Donc là, vous avez nos coordonnées, donc les miennes ainsi que celles de mon collègue Guillaume Coste, qui occupe à peu près les mêmes fonctions que moi. Je suis basée à Toulouse, il est basé à Montpellier. N'hésitez pas à nous contacter si vous posez des questions sur vos projets. Et je vais passer la main donc à Philomène de la RAC, je pense. Bonjour à tous, merci Caroline. Donc Philomène Desjonquers de l'AREC Occitanie, Agence régionale de l'énergie et du climat. Aujourd'hui, je vais vous parler du dispositif FITEO, qui est un dispositif d'accompagnement et d'accélération des projets de décarbonation dans l'industrie et dans le tertiaire. L'objectif de ce dispositif, c'est une solution clé en main qui intervient dès le début du projet, qui peut intervenir dès le début du projet, à la fois pour vous accompagner dans l'identification et la qualification des actions de décarbonation, d'efficacité énergétique et d'efficacité hydrique que vous pouvez mettre en œuvre sur votre site. Il y a toute une ingénierie financière pour à la fois identifier les subventions, les aides privées, également toutes les démarches associées à la recherche de financement bancaire, etc., qui sont portées par le dispositif ITEO. Finalement, les équipements sont acquis par une société de projet qui va mettre à disposition du bénéficiaire, donc de vous, les équipements qui ont été financés. Donc c'est une livraison clé en main avec une externalisation en fait de l'ingénierie du montage de projet pour à la fois vous permettre de vous focaliser sur le métier dont vous êtes expert et en même temps pour vous permettre de mobiliser votre budget d'investissement pour investir dans vos projets sur vos lignes de production. Pour ce dispositif-là, il a vraiment vocation à faciliter la vie des porteurs de projets, à la fois en proposant une interface unique sur l'ensemble des volets du montage de projet, donc financier, technique, administratif, sur la consultation des fournisseurs, etc. Il n'y a aucun investissement qui est porté par le bénéficiaire. Donc l'idée, c'est aussi bien sur du financement d'études que sur du financement d'équipement, on a la capacité de tiers-financer ces démarches-là. Et ensuite, il y a un système de loyer qui est appliqué sur une durée du contrat qu'on discute ensemble. La durée du contrat va dépendre entre autres de la nature des actifs, va dépendre aussi de la visibilité que vous souhaitez avoir par rapport et de la durée que vous souhaitez avoir par rapport à un équilibre en cash flow, etc. Donc c'est des éléments qu'on travaille vraiment ensemble pour pouvoir coller au plus près de la réalité de votre entreprise et des contraintes ou des enjeux que vous pouvez rencontrer dans le cadre de votre activité. On a du coup de la même manière une société de projet qui est créée et qui est capitalisée par l'AREC Occitanie. Cette société, en fait, c'est une société qui n'embauche personne, mais elle va être une somme de contrats. Elle va apporter les contrats de financement auprès des prêteurs bancaires, auprès des guichets de subvention, auprès du PNC2E aussi sur le financement des C2E. Elle va aussi porter les contrats de définition du projet technique, donc à la fois les études, à la fois des possibilités sur de l'AMO, l'ensemble des contrats fournisseurs, et il va y avoir une mise à disposition de l'actif sous plusieurs formats possibles, soit un format locatif, où vous êtes locataire en tant que tel des équipements,
soit sous la forme d'un contrat de performance énergétique avec des engagements de performance à la clé, donc un système de bonus-malus par rapport à un tunnel de performance qu'on définit ensemble sur les équipements qui auront été financés. J'ai proposé 2 exemples concrets pour ancrer vraiment le discours. Le premier, c'est le projet qu'on porte avec Villeroy et Boch sur leur site de Valence d'Agen. C'est un projet de remplacement de séchoir et de récupération de chaleur fatale sur leur dispositif de cuisson de la céramique. C'était le premier projet FITEO avec un CAPEX de 2,6 millions d'euros. On est sur plus de 1000 tonnes économisées, évitées par an et 3400 mégawattheures économisés aussi par an, donc la consommation annuelle d'environ 1400 Français en termes d'impact. Le projet, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a permis de déployer plusieurs mécanismes de financement. À la fois, c'est le premier projet FITEO, mais on a aussi travaillé sur la valorisation de la compensation, enfin, de la valorisation des tonnes de CO2 évitées et donc de la mise en place de la compensation carbone volontaire pour faire bénéficier à Villeroy de sources de revenus complémentaires en lien avec la mise en œuvre de ce projet décarbonant. Donc l'objectif, et c'est ce qu'on voit sur le graphe que j'ai mis en dessous, l'objectif c'est qu'on réussisse au plus près à équilibrer les redevances avec les loyers qui sont pratiqués. Et donc la contribution carbone volontaire ou compensation carbone volontaire est un élément supplémentaire qu'on manipule aujourd'hui pour venir permettre de faire ces équilibrages au plus près de vos charges réelles annuelles. On est sur un contrat de location qui est un contrat de 5 ans pour une durée de vie des actifs qui va au-delà de 15 ans. Donc ça, c'est aussi intéressant parce qu'une fois que les actifs ont été financés par le bénéficiaire, il y a bien sûr un transfert de la propriété au bout de la période, donc là des 5 ans. Et ensuite, en tant que bénéficiaire, vous pouvez continuer à jouir des équipements qui auront été financés sur le restant de leur durée de vie. Donc il y a à la fois un équilibre de cash flow qu'on essaye au plus juste pendant la période de location et après sur la période de post-location où là, vous êtes complètement bénéficiaire des économies d'énergie qui sont réalisées. Un deuxième exemple, qui est l'exemple de Grappe Sud, qui est une distillerie implantée dans le Gard et pour laquelle on a financé le remplacement d'une chaudière gaz par une chaudière biomasse. On est sur un CAPEX qui dépasse les 7 millions d'euros sur une durée de 12 ans de financement. Il y a une coquille ici, c'est 12 ans de financement. On est sur 900 000 euros d'économie annuelle et quasiment 7 000 tonnes de CO2. Donc, c'est 7 000 tonnes de CO2 évitées chaque année. Donc, l'impact de 650 Français, c'est assez colossal. De la même manière, pour ce projet-là, on a à la fois porté l'intégralité des coûts d'investissement, une partie des études. On a géré toute la contractualisation avec l'ADEME pour la subvention BCIAT dont on a été lauréat. Et le projet, en fait, a connu en fin de chantier des surcoûts liés à l'évolution des matières premières et puis aussi parce que c'est la vie du projet, c'est la vie d'un projet d'avoir quelques surprises. Et pour venir financer ce delta en essayant de réduire au maximum l'impact sur les loyers qui seraient à verser par le bénéficiaire, on a de la même manière essayé de travailler sur le sujet de la compensation carbone avec à la fois la mise en place d'une certification des tonnes de CO2 évitées sur les équipements de Grappe Sud, mais en plus une proposition de préfinancement de cette compensation carbone en se disant peut-être que sur 5 ans, vous allez permettre d'éviter X tonnes de CO2 pour lesquelles vous allez pouvoir les valoriser
au fil de l'eau sur le marché de la compensation carbone volontaire, mais on vous propose, si vous voulez, de le financer en one shot au début, donc comme une prime à l'investissement, pour pouvoir permettre de générer de la trésorerie et en même temps de ne pas augmenter le loyer. Donc voilà, c'était vraiment la réflexion qu'on a voulu mener dans le souci de ne pas exposer davantage l'entreprise dans son remboursement de loyer et aussi de trouver des solutions innovantes qui lui permettent de mener le projet dans les meilleures conditions qu'il soit. Voilà. Je passe maintenant la parole à Christophe Delagne de la région. Merci Philomène. Donc, je suis Christophe Delagne, je suis chargé de mission à la région Occitanie. Je m'occupe de toute la thématique d'industrie 4.0 et de performance industrielle. Et j'ai aussi le plaisir de copiloter le groupe de travail Industrie Mieux Produire de la COP avec Guillaume Belot, que vous avez entendu précédemment. Donc, vous venez d'avoir une présentation des dispositifs très spécifiques et particulièrement liés à la décarbo. Moi, je tenais à venir aussi vous présenter rapidement les dispositifs plus généraux que l'on a à la région, mais dans lesquels il y a malgré tout toujours une touche décarbo. On a 3 niveaux d'intervention possibles. On a des solutions de financement. Premier niveau à haut, on a des dispositifs pour soutenir les projets d'innovation et dans lesquels il y a des spécificités et des accès possibles pour l'innovation due à la décarbo, et ensuite des dispositifs pour relocaliser les activités et le rayonnement de l'entreprise à l'international. En fait, on fait le choix aussi stratégiquement d'utiliser la décarbo comme un levier de performance industrielle, et notamment dans ces dispositifs-là. Pour avoir accès déjà à ces dispositifs, il y a un prérequis qui est un outil qui s'appelle Impact Score que doit remplir le chef d'entreprise et qui permet de faire une photo à l'instant T, même générale, de ce qu'est l'entreprise d'un point de vue RSE et décarbo. Et ça permet surtout d'acculturer toutes ces entreprises qui ont des outils de production ou des projets d'innovation. Alors on a quatre, on va dire, leviers sur la partie innovation, les contrats inno et les appels à projets Innovation France 2030. Donc là, on travaille sur des projets de faisabilité et de développement R&D. Donc on a dans ces projets-là des spécificités des carbos, des contrats 3S pour des projets de changement de process de production et de développement. Donc là aussi, avec un focus sur la performance industrielle liée à la décarbonation. Les appels à projets IDEMO France 2030 régionalisés, là, on commence à aller un peu plus sur la recherche. C'est des projets collaboratifs entre entreprises et labos. Et bien sûr, les startups industries de domaine que l'on accompagne. On voit émerger de plus en plus de startups sur ces thématiques-là. Un petit focus sur le fonds souverain régional qui va rejoindre un petit peu les propos aussi de Philomène. Donc, le fonds souverain régional, lui, il est là pour fédérer le partenariat du capital investissement, pour accompagner l'innovation, la transfo industrielle ainsi que la souveraineté économique et énergétique. Donc, on rejoint aussi cette partie-là. Dans ce fonds souverain, il y a plusieurs niveaux, mais il y en a notamment un qui est l'Octet, qui développe 2 fonds. L'un dédié aux infrastructures pour la transition énergétique, qui s'appelle Oxygène, en articulation avec Fitéo, et l'autre dédié aux enjeux de transfo industriel, Octet Oxydev. Il y a des réflexions aussi, bien évidemment, sur le développement des énergies renouvelables, parce que c'est un sujet numéro 1. On est sur une stratégie aussi de réindustrialisation en région. Donc, ça peut paraître antinomique, réindustrialiser et vouloir baisser les gestes, mais dans les faits, ce n'est pas du tout antinomique, c'est très compatible, et ça nous oblige à aller sur une innovation pointue. Et dernier point rapide, qui est un peu plus généraliste aussi, mais qui a aussi un intérêt, je voulais rapidement faire un focus. Alors, je ne vais pas tout vous lire, hein, vous allez avoir la présentation, mais rapidement, je voulais faire un focus sur ce qu'est la garantie Foster. En fait, l'objet de la garantie Foster, c'est apporter une garantie d'emprunt bancaire gratuite pour l'entrepreneur.
Voilà. Donc, en fait, la région a contracté un partenariat avec des organismes bancaires qui vont se substituer à la garantie du prêt à hauteur de 80% maxi, hein, de manière à aider et à alléger la charge de l'entreprise. Donc, ça permet de faciliter l'accès au crédit par le financement des investissements. Et ça peut être investissement corporel, incorporel ou besoin en fonds de roulement. Ce qui est intéressant, c'est que ça touche les PME, PMI, mais ça a aussi les entreprises agricoles et forestières. Donc, on est dans une région où ces activités sont quand même très présentes. L'intérêt aussi de cette garantie-là, c'est qu'en fait, vous allez, pour les personnes intéressées, vous allez la souscrire directement avec l'organisme bancaire. Donc, il y en a quelques-uns en Occitanie, comme vous pouvez le voir sur cette slide-là. Les acteurs bancaires qui sont engagés dans ce partenariat, c'est la Banque Populaire du Sud, la Banque Populaire Occitanie, la Caisse d'Epp Languedoc-Roussillon, la Caisse d'Epp Midi-Pyrénées, le Crédit Coopératif et les agences Crédit Agricole. Le dossier pour obtenir ces garanties est à monter directement auprès des organismes bancaires et non pas auprès de la région, et eux s'occupent de tout sur la validité du dossier et la mise en place du programme. Voilà, j'en ai terminé sur ce rappel plutôt rapide, mais des aides et des financements conventionnels qui sont en apparence moins ciblés que sur les précédents financements présentés, mais sachez que malgré tout, dans chacun de ces éléments, il y a une connotation décarbo et transition énergétique. Voilà, Vincent, je te laisse la main. Parfait, Vincent, merci à toutes et tous voilà, pour ces présentations. J'étais juste en train de laisser un message dans le chat pour vous dire qu'on passait aux questions. On en a eu quelques-unes déjà, donc le temps que certains éventuellement voilà, demandent des compléments. Juste peut-être, il y avait une précision, donc Laurent, je crois au tout début, si mon souvenir est bon, sur peut-être l'éligibilité au diag des carbos. A priori, il y a un seuil qui avait été précisé, c'était au tout début. Alors je sais que ça change fréquemment, donc voilà, il se peut que la slide ait été à jour ou que ce seuil-là ait changé, qu'on est du coup redevenu illégible. Il y a eu pas mal de changements ces derniers temps, peut-être un petit éclaircissement là-dessus sur l'éligibilité au diag des carbos. Oui, donc les entreprises donc la question du chat, c'est attention, enfin, c'est une remarque. Attention, les entreprises de plus de 250 salariés n'ont plus accès à la subvention. Effectivement, en fait, en dessous de 250 salariés, donc une entreprise qui répond à la définition européenne de la PME a accès à la subvention de 40% pour bénéficier d'un tarif de 4 000 € pour la réalisation d'un diag décarbonation. Au-delà de 250 salariés, si l'entreprise est une ETI, eh bien, effectivement, la subvention n'est pas actionnable, mais le diagnostic reste disponible avec un coût de 10 000 €. Voilà, je vous avais remis la slide. Merci pour ces précisions. Voilà. Peut-être par rapport à la question de Monsieur Eus sur le projet Grappe Sud. Le projet BCIAT a été déposé par Fiteo. C'est la société de projet qui est bien titulaire de la subvention. J'ai deux remarques. Ça arrive souvent que des projets soient déjà en cours quand les porteurs de projets commencent à réfléchir à du tiers-financement. Il est possible d'engager des avenants de transfert des conventions de subventions qui ont déjà été contractualisées. Donc, si vous êtes titulaire d'une convention à date,
On l'a fait déjà à plusieurs reprises auprès de l'ADEME notamment, de pouvoir transférer le bénéficiaire de la subvention pour que la personne qui porte les actifs soit aussi la personne qui soit bénéficiaire des subventions. Ça, c'est une condition sine qua non. Et dans la manière dont les subventions sont défalquées, en fait, on va appliquer un loyer de départ qui va être réduit à chaque fois qu'on va toucher de la subvention. Et donc ça permet de vous faire profiter de la subvention qui est touchée directement dans les loyers. Donc vous êtes bien bénéficiaire final de la subvention qui est contractualisée. Merci beaucoup, Philomène, pour ce complément. Du coup, après, il y a eu des questions qui avaient été posées, notamment sur l'éligibilité voilà, d'une SPL. Donc, il y a eu la réponse qui a été apportée par Laurence dans le chat et avec un complément de Caroline, et également sur en fait les modalités d'intervention de la Banque des territoires. Donc ça a été voilà, ça a été répondu. Donc en fait, c'est pas sous format de subvention, mais plutôt sous forme de prêt. Donc allez-y, je vous laisse encore. Voilà, on avait prévu du temps pour les questions, donc n'hésitez pas voilà, à réagir. Ce que je vais faire, je vais lancer du coup le questionnaire de satisfaction dans lequel vous avez aussi la possibilité voilà, de revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires, de vous signaler pour que, on vous rappelle. Donc il y a peut-être des questions un peu plus voilà, personnelles en termes d'entreprise, donc on comprend tout à fait. Voilà, logiquement, le questionnaire va se lancer. Voilà, donc hop. Vous pouvez répondre. Je vois qu'on a une question qui vient d'arriver. Donc, pouvez-vous revenir sur l'exemple évoqué pour un hôtel et présenter le projet? Alors, c'est un peu confidentiel, donc je resterai dans les grandes lignes, mais enfin, il s'agit d'un groupe en fait, hein, d'un groupe hôtelier sur lequel en fait tous les systèmes de régulation sont en train d'être transformés. Donc, bah, ça fait quand même pas mal d'investissements au total. Et donc, il y a une société de projet qui a été créée avec ce groupe, simplement pour porter ses actifs d'efficacité énergétique, en fait. Voilà. Mais en fait, c'est la logique là, c'était vraiment de faire une action un petit peu coup de poing à l'échelle nationale pour pouvoir voilà, accélérer un peu sur ces sujets-là. Et puis, bah, évidemment, dans des structures comme les hôtels, il y a un enjeu de facture énergétique et chauffage qui était particulièrement important. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. On comprend, merci. Peut-être, du coup, moi, je vois qu'il nous reste un peu de temps, donc peut-être une question à vous tous, en fait, où on a vu qu'il y avait beaucoup de financements qui pouvaient être mobilisables, mais voilà, je me mets peut-être à la place de chef d'entreprise. Est-ce que du coup, ces financements, ben, ils sont mobilisables plusieurs? Est-ce qu'on peut en mobiliser plusieurs? Comment ils interviennent? Dans quel sens? Par exemple, ben voilà, j'ai une activité industrielle, je me pose deux questions. Je sais que mon système de chauffage est un peu obsolète et en même temps, je veux faire un projet d'agrandissement d'une ligne de production. Donc voilà, sur cet exemple-là, bah, quelle subvention, à quoi j'aurais potentiellement droit et est-ce qu'il y a des complémentarités avec les différents dispositifs? Alors, côté ligne de production, bien évidemment, dès l'instant où on va être sur de l'innovation de processus, il y a des dispositifs, les 3S notamment, qui pourront permettre de faire ça s'il y a de l'innovation. Ensuite, il y aura en amont, concernant l'énergie, les dispositifs qui viennent d'être présentés.
Une précision aussi, et là, on peut avoir un point, il y a une notion aussi d'aide cumulable ou pas. Je sais que parmi les intervenants, on peut avoir une présentation, une précision là-dessus, sur la possibilité de cumuler 2 dispositifs sur un programme. On en a parlé tout à l'heure, donc je pense que c'est Laurence qui avait une précision aussi à mener là-dessus, qui peut être aussi intéressante. Oui, alors moi je voulais pas parler du cumul des... En tout cas, ce qui est certain, c'est que la plupart de nos dispositifs sont complémentaires. Voilà. Quand on fait appel à BPI France pour du financement via un prêt vert ou un prêt économie d'énergie, on peut en complément faire appel à la Banque des Territoires pour intervenir en haut de bilan. On peut faire appel en parallèle à la région, à l'ADEME. On mène des projets avec également l'AREC. Donc, en fait, tous les dispositifs sont complémentaires. Et effectivement, pour certains d'entre eux, il faut faire attention lorsqu'il s'agit d'aide que ça soit bien cumulable. Mais dans l'idée, en fait, on communique, on est en capacité de tous communiquer les uns avec les autres pour essayer de vous apporter, quand on reçoit vos demandes, une vision globale et essayer d'optimiser le montage de vos projets pour que vous puissiez bénéficier d'un maximum enfin, tirer profit au maximum de l'ensemble de ces dispositifs qui existent. Donc, je vois dans le chat guichet unique, c'est un peu l'idée dans nos approches, en fait, à tous respectivement. Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui veulent peut-être compléter, mais l'idée, voilà, l'idée vraiment aujourd'hui, c'était de vous proposer en fait, voilà, l'ensemble des financeurs qui sont présents sur la région et de montrer qu'en fait, il y a un travail collaboratif qui est mené par tout le monde. Nous, on l'a fait pour la construction de ce webinaire et je pense que c'est également, le travail de toutes les personnes qui travaillent en appui au niveau des entreprises, c'est qu'on échange entre nous. Et l'idée, c'est que vous ayez une porte d'entrée qui peut être un ou l'autre porteur. Ben, ce dernier, en fait, lui, va avoir la vision globale et vous orienter vers les dispositifs qui lui semblent le plus pertinents pour vous accompagner et ce qui sera le plus adapté à votre situation. Voilà, donc on était tous réunis aujourd'hui, donc voilà, vous aurez les contacts de tout le monde dans le support. Donc voilà, nous, la CCI, on peut faire l'interlocuteur avec tous ces porteurs de projets et financeurs, mais eux, ils le font également de votre côté. Voilà, l'idée en tout cas de ce webinaire, c'était vraiment de vous exposer ça avec quelques exemples, mais bien sûr qu'ils doivent être adaptés à chaque situation d'entreprise. Je ne vois plus de questions. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui souhaite apporter des précisions. Sinon, on va pouvoir clôturer. Il y a une question, Vincent, sur est-ce que le service de la CCI est gratuit? Oui, l'outil LISE est gratuit en effet, puisque c'est une opération nationale qui a été mise en pratique avec voilà, le ministère. Donc aujourd'hui, en tout cas pour voilà, l'outil LISE, c'est quelque chose qui est proposé gratuitement car financé par les contributions pour taxes pour frais de change que les entreprises donc, paient. Et dans ce cadre-là, en fait, l'accompagnement est gratuit. Bon, mais écoutez, voilà, je tiens à remercier l'ensemble des participants. Merci à l'ensemble aussi des intervenants du coup qui nous ont enrichis et apporté toute leur lumière pour ben, voilà, passer à l'action sur ces actions de transition énergétique et de décarbonation. On reste bien évidemment à votre écoute et à votre disposition pour vous accompagner sur vos projets. Donc, ce webinaire a été enregistré, donc vous allez recevoir par mail du coup le support de présentation et le lien du replay avec les contacts de tous les intervenants. Et on se fera un plaisir voilà, de vous accompagner si vous nous sollicitez. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au Bonne revoir. Au journée à revoir, tous. merci à Au revoir. tous.
Au Au revoir. revoir.